conception, une philosophie aéronautique qui est complètement différente. Cette fois, on a un moteur en double étoile qui est absolument démentiel, et la taille de ces pales a même imposé aux ingénieurs de devoir dessiner un nouveau modèle d'aile. Une aile qui ressemble à s'y méprendre à un W lorsqu'on le voit de face, une aile qui est particulièrement appréciable à haute vitesse, et pourtant, lorsque l'on va être à basse vitesse, la verrière coulissante ouverte en essayant d'aller apponter sur un avion, là on est sur un sport qui n'est pas un sport de masse. Et oui, c'est un avion. On a pris le plus gros moteur, on a mis une hélice tripale puis une quadripale pour absorber la puissance. On a construit un énorme avion. On est assis à 3,50 m de haut, on a 2400 chevaux de relais. On a un appareil extrêmement armé avec des canons. Un appareil redoutablement efficace, un appareil qui vole très vite, qui vole presque 100 km/h plus vite que le meilleur appareil japonais. Et donc quand on prend des appareils de cette qualité, on met des pilotes formés, on les envoie au cas où combat, après les avoir quelque part convaincus de la supériorité de leur machine, eh bien on obtient des scores tout à fait intéressants. Et c'est vrai que le Corsair est devenu une légende de la guerre du Pacifique. Wellington, avec la VMF 214, a été l'un des artisans de cette légende. Mais il y a eu d'autres groupes, beaucoup d'autres groupes. Au début, il avait été imaginé pour être tout de suite mis sur porte-avions, mais il faisait peur aux pilotes, il faisait pas peur aux pachas. Donc on a d'abord cantonné cet appareil au sol, on le déplaçait d'île en île et on l'utilisait à la fois comme chasseur de supériorité aérienne mais aussi comme avion d'attaque. Les Américains ont fait différer par rapport au début de la guerre toute leur stratégie navale. Au départ, on est sur véritablement une aviation navale de protection des navires qui travaillent au profit de la marine et au fil du temps. On va pouvoir aller frapper la marine adverse et faire des opérations véritablement avoir l'objectif de cette supériorité aérienne, parfois au profit des unités au sol, parfois pour faire de l'interdiction si jamais des bombardiers souhaitaient aller traiter des objectifs américains. Cette guerre d'archipel, ça va être véritablement un jeu d'échecs avec des îles qui se vont conquérir puis reconquérir, parmi lesquelles les archipels très célèbres d'Okinawa et autres. On a l'impression qu'elle était marin. C'est un avion quand même assez impressionnant. Il est impressionnant quand il est au sol. Vous avez vu sa taille. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous les avez vus sur les parkings. C'est un avion qui est haut, avec un disque d'hélice qui est fait près de 4 mètres de diamètre. Quand vous êtes assis dedans, eh bien, vous êtes le roi du monde. Vous avez même des cendriers dans cet avion parce qu'il pouvait voler longtemps. Et à l'époque, on ne savait pas que fumer tuait. C'est véritablement un avion roomy comme les Américains, il y a de la place. Et on peut voir sur un tel passage la puissance, on parlait de 4 mètres de cône d'hélice, le cône qui se trouve à l'avant de l'avion, des vitesses qui n'ont rien à envier au jet, on verra un petit peu plus tard dans l'après-midi. Amérique latine, dans ce qui a été baptisé à l'époque la guerre du football, où deux États sud-américains se sont battus et on a envoyé des corsaires se battre contre des Mustangs. Voilà, 45 ans ou 50 ans après la guerre, on continuait l'affaire avec des avions à hélice. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été quand même un événement remarquable pour ces vieilles machines qui aujourd'hui sont des machines de collection.
Et là aussi, pour autant, il est compliqué, difficile, ardu de maintenir ces avions en état de vol. Plus les moteurs sont puissants, plus l'avion va subir des contraintes mécaniques, plus ça va être lourd à entretenir. Et pourtant, il y a des gens qui le font très bien. Dans les avions que l'on voit aujourd'hui, beaucoup nous viennent de France, d'autres nous viennent d'Angleterre, et justement à bord d'un de ces deux avions, on trouve un certain Edmond Solis. On parlait tout à l'heure du terrain de Cerny, la Ferté-Alais. Il s'y trouve assez régulièrement. Comment ne pas parler d'un des pilotes les plus émérites de l'aéronautique navale française, un certain Ramon Josa, qui a eu la chance de voler sur cette machine?